Il y a des moments où je pense fondamentalement que Sigadé a raison et que c'est la vie qui compte et qu'il faut être pleinement en elle. Mais il suffit de dire ça pour se demander qu'est-ce que ça veut dire être pleinement dans la vie. Et à partir du moment où vous posez déjà cette question, vous êtes dans un travail presque littéraire. Parce que vous êtes déjà en train de chercher une forme, vous êtes déjà en train de chercher à, oui, à trouver une structure, sinon une définition. Donc là, je suis tout à fait partagé. Il y a des moments où je me dis que quand on est un écrivain, en tout cas, il y a un point où on n'échappe pas à l'écriture, c'est-à-dire au fait que tout ce que l'on voit doit aboutir non pas à un livre, comme dirait Mallarmé, mais doit au moins nous donner l'impression que ça pourrait devenir une phrase, ça pourrait devenir un livre, que ça pourrait devenir un personnage. Mais évidemment, même moralement, ce type de posture a des implications, puisque vous vous retrouvez à devenir un entomologiste, à regarder les autres comme des expériences, c'est ce que lui reproche d'ailleurs Béatrice, et vous oubliez presque que vous êtes vous-même dans ce mouvement-là. Donc je ne sais pas trop. Entre la littérature et la vie, certains jours je me dis que c'est absolument la même chose, et d'autres jours je me dis que c'est une absurdité de dire que c'est la même chose. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci infiniment d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir au sein de Réseau, l'école de méditation, pour cette 4e rencontre co-organisée avec le média culturel Zone Critique. Donc après avoir reçu Yannick Enel en janvier, François Bégodeau en février et Brigitte Giraud en mars, nous sommes vraiment infiniment heureux et honorés de vous recevoir ce soir, Mohamed Mbougarsar, pour votre roman « La plus secrète mémoire des hommes » que vous avez publié en 2021. Vous êtes né en 1990 et vous avez déjà publié 4 romans, 2 premiers romans au sein de la maison d'édition Présence africaine, Terre sainte et Silence du cœur, et puis 2 romans coédités avec Jim San et les éditions Philippe Hay, d'abord De purs hommes en 2018 et ensuite La plus secrète mémoire des hommes en 2021, qui vous a valu le prix Goncourt. Et donc c'est pour ce roman que nous vous recevons ce soir. Et autant pour Zone Critique que pour Réseau, nous sommes vraiment, je suis très, très heureux de vous recevoir, puisque ce roman raconte la trajectoire de Diégane Latir Faye, donc un écrivain sénégalais qui habite Paris et qui découvre un livre légendaire, Le labyrinthe de l'inhumain, écrit par un auteur mystérieux, T.C. Eliman. Et Diégane va partir en quête de ce livre, en quête de ce mystérieux personnage. Donc c'est un roman complexe, riche, protéiforme, foisonnant, qui navigue entre l'Argentine, la France, le Sénégal. Et parmi toutes les questions, toutes les portes qu'ouvre votre roman, l'une d'entre elles m'a particulièrement interpellé. Donc c'est celle de la coïncidence entre l'existence et l'écriture, entre le monde, l'expérience du monde et l'art de l'écriture, le romancier. Et ce soir, vous vous trouvez dans un endroit qui s'appelle Réseau, où particulièrement, spécifiquement, on interroge cette question, la coïncidence entre la vie et entre la poésie, entre la vie et l'expérience poétique, puisque Réseau, c'est une école de méditation, et l'enjeu de Réseau, c'est vraiment d'essayer de proposer une approche de la pratique de la méditation qui soit un peu libérée du développement personnel, et proposer vraiment une approche de la pratique de la méditation qui soit précisément une approche de la présence, de la coïncidence avec l'expérience, avec l'existence. Donc on propose des week-ends, des séminaires, des stages, et aussi des conférences, des soirées où on fait dialoguer méditation, poésie et art. Et donc actuellement, par exemple, vous avez un séminaire qui porte sur
eh bien, la poésie américaine et qui s'appelle précisément Coïncider avec la vie. Donc à partir du travail de poètes comme William Carlos Williams, Allen Ginsberg, Cummings, on essaye vraiment de penser cette question de la coïncidence ou non avec l'existence que vous justement travaillez dans la plus secrète mémoire des hommes. Et on pourrait dire que cette question de la rencontre avec le réel, c'est une question qui nous intéresse beaucoup au sein de Zone Critique, donc Zone Critique qui co-organise cet événement. Donc Zone Critique, c'est à la fois une revue en ligne, donc qui eh bien, propose chaque jour des textes critiques, des textes de fiction écrits par des écrivains contemporains, une revue papier que vous avez juste derrière Mohamed, voilà, qui est un magnifique objet livre, objet d'art, où on essaie de penser en profondeur des questions qui traversent le champ culturel, donc revue papier qui est dirigée par mon associé Pierre Polygone, et une maison d'édition, la collection Vrille, voilà, donc, qui propose chaque mois des textes courts, intenses, percutants, écrits par des romanciers contemporains, avec cette idée vraiment de proposer une littérature en prise avec les enjeux de notre époque, en prise avec le réel, les métamorphoses visibles ou invisibles de la société et l'expérience d'être au monde. Et donc c'est au fond pour ça en fait qu'au sein de Zone Critique on apprécie la littérature, c'est parce que précisément elle est capable de montrer ça, de dire ça. Et c'est pour cette raison que, en introduction de cette rencontre, Mohamed, j'aimerais bien précisément commencer avec vous sur cette question de la définition de la littérature, puisque je dirais que c'est une question qui hante votre roman, puisque votre roman est ponctué de définitions possibles de la littérature, de visages parfois allégoriques de la littérature. Par exemple, celle qui apparaît à Diégane qui somnole sur un banc une nuit pendant que son ami est en train de lire le labyrinthe de l'humain. Et donc la première question que j'aimerais vous poser, Mohamed, c'est quelle est votre définition la plus intime et la plus personnelle de la littérature ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Sébastien, merci Pierre, merci à toute l'équipe de Zone Critique et merci à Réseau qui nous accueille. C'est vraiment un grand plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rencontre publique, quelques mois, donc je suis un peu rouillé. Et la question de la définition de la littérature, évidemment, elle varie. Elle a beaucoup varié pour moi avec l'âge, les lectures, avec les livres aussi écrits. Mais disons que depuis quelques mois, j'ai peut-être l'intuition qu'elle a quelque chose de très intime à voir avec la concentration du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure sur la recherche du moment présent. Je crois que c'est une tentative de convoquer dans un espace très réduit qui est une phrase. Je remonte vraiment de plus en plus aux cellules élémentaires de la littérature, c'est-à-dire les phrases, une unité qui est à la fois une unité formelle, donc, mais aussi une unité assez existentielle finalement. Donc c'est une tentative de convoquer dans une phrase les différentes strates du temps, tout simplement. Borges, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu, auquel je n'ai pas compris grand-chose, et c'est sans doute pour ça, j'imagine, que je continue à le poursuivre, dans plusieurs de ses textes, parle de ce qu'il appelle un aleph. Et l'aleph, chez lui, c'est le titre d'un de ses recueils, mais c'est aussi le titre d'une nouvelle qui est dans l'Aleph, dans ce recueil de nouvelles. Borges dit que l'Aleph est un endroit, un lieu, un objet dans lequel est concentré l'univers entier, le temps entier. Et dans la nouvelle qui s'intitule l'Aleph, cet objet est une marche d'escalier, la 19e marche d'un escalier, mais ça pourrait aussi être une sorte de colonne dans une mosquée. Il le met dans plusieurs endroits. Et au fond, je crois que c'est cela, c'est la tentative de convoquer le temps entier, et peut-être l'humanité entière, tous les visages possibles de l'humanité, dans une unité qui serait une phrase.
une phrase qui s'ajoute à une phrase, qui forme un paragraphe, qui forme un livre, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est à ce travail-là de concentration. C'est de plus en plus lié à des figures de style, la métonymie. Donc des choses, vraiment, pour moi, ça devient, à ce moment en tout cas, précisément cela. La tentative de trouver des métonymies ou peut-être des métaphores à notre condition. Mais c'est un travail pour moi de concentration et arriver à faire sentir dans une phrase tous les visages possibles de l'humanité et toutes les strates du temps. C'est donc lié aussi à la mémoire. Voilà. Et à ce sujet, précisément, ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre phrase, c'est qu'elle est souvent pleine de contrastes, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à mêler dans la plus secrète mémoire des hommes des discours parfois un peu solennels, ceux de Diégane par exemple sur la littérature, qui sont souvent un peu cassés par voilà, peut-être des figures de personnages un peu plus terre-à-terre, ou bien par un langage plus familier que vous n'hésitez pas à employer. Et donc vous jouez, j'ai l'impression, beaucoup sur les contrastes, les ruptures de style. Est-ce que c'est pour aller précisément dans cette direction que vous évoquez, de concentration en fait, de l'expérience du temps dans une phrase? Oui, parce que je crois que notre activité mentale est ainsi faite, d'abord. Et je calque beaucoup ce que j'essaie de faire dans l'écriture, je le calque beaucoup sur ma propre activité intérieure. Il se trouve que, comme tout le monde, je pense, ma propre activité intérieure est extraordinairement liée au chaos. Elle bouge beaucoup. Elle est liée au passé, liée à l'avenir, liée à ce qu'on appellerait un présent qui s'échapperait immédiatement. Mais en tout cas, elle bouge énormément. Elle peut être extrêmement profonde au sens où elle s'intéresse à de grands problèmes existentiels, les problèmes existentiels majeurs qui nous concernent tous, mais aussi être très prosaïque. Et je crois que la prose est précisément cela, c'est la capacité à réunir autant les mouvements du temps que les registres de langue. Trouver des choses qui peuvent paraître tout à fait solennelles, mais aussi des choses tout à fait basiques, mêler les références et constamment travailler la phrase par une sorte d'ironie. Finalement, c'est ça, c'est que ne jamais laisser croire qu'une phrase est sérieuse, ne jamais la laisser aussi courir si longtemps qu'on croirait qu'elle n'est qu'une forme d'effet prosaïque. Et toujours la bouger, toujours la forcer à bouger, et la personne qui lit avec elle. Et en même temps, ne jamais laisser la littérature devenir de la pure ironie, parce qu'il y a aussi une dimension, je trouve, très lyrique. Et enfin, je ne sais pas si vous acceptez ce terme pour désigner, par exemple, la relation qui unit le personnage d'Aïda à celui de Diégane, qui est vraiment une relation d'amour presque romantique, puisque voilà, Diégane reste profondément amoureux d'Aïda, il refuse de s'offrir à d'autres femmes, puisqu'il a le souvenir ancré en lui de cette rencontre. Est-ce que vous acceptez ce terme de lyrisme et de romantisme pour décrire les personnages de votre roman, et pourquoi est-ce qu'ils vous ont semblé nécessaire de les inscrire dans la plus secrète mémoire des hommes? Je l'accepte et c'est un terme que je revendique. D'ailleurs, c'est vrai qu'il a longtemps souffert d'une sorte de rejet, voire de moquerie. Et plusieurs des écrivains que j'aime beaucoup l'ont taillé en pièces. Celui qui me vient immédiatement à l'esprit est Kundera, qui l'associe au kitsch, qui en fait en tout cas une des modalités de ce qu'il appelle le kitsch. Mais je crois que il y a une façon bien particulière d'envisager le lyrisme qui est simplement une forme de coïncidence entre le phénomène et ses différentes expressions intérieures. En tout cas, ce qui fait qu'à un moment donné, par exemple, je vais être tout à fait un peu plus concret. Diégane est amoureux d'Aïda. Dans la plus secrète mémoire des hommes. À un certain moment, ils ont une scène intime et plutôt que de raconter cette scène comme on pourrait essayer de le faire avec les moyens usuels, j'ai essayé dans cette scène-là de plutôt voir ce que Diégane regarde à l'intérieur d'une goutte, une goutte de sueur qui descend du corps d'Aïda.
Pour moi, c'est une tentative de dire aussi ce qu'est le lyrisme. C'est de pouvoir, à partir d'un effet très concret, décrire des effets intérieurs ou des sensations qui sont plus liées à l'onérisme ou à l'intuition qu'il y a toujours aussi un invisible qui est en jeu, toujours. C'est une façon de définir le lyrisme. Je crois que ce n'est plus le lyrisme de Vigny ou du 19e siècle. C'est un tout petit peu autre chose qui est très proche d'un certain romantisme, mais un romantisme plus noir, quoi. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que ça a existé et que d'une certaine manière, Baudelaire est lyrique, Rimbaud est lyrique, Bolaño est lyrique, mais dans le lyrisme, je crois qu'il faut toujours un moment, un mot, une phrase, une tournure, une image qui vienne aussi désamorcer ça. Voilà, moi c'est toujours ça, cette ambiguïté doit toujours rester ouverte. Jamais dans l'ironie totale, parce que ça devient très artificiel. Jamais non plus dans le lyrisme absolu, parce que c'est tout aussi pesant en réalité. Bien sûr. Voilà. Et cette hésitation, cette ambiguïté, ça me fait beaucoup penser à la posture que Diégane lui-même adopte vis-à-vis de l'existence, puisque c'est un personnage qui apparaît, qui est une des multiples figures de l'écrivain, en fait, et c'est la plus ambiguë, je trouve, puisque face au réel, il adopte toujours une posture un peu de retrait, d'hésitation. D'ailleurs, c'est ce que va lui reprocher Sigadé, par exemple, lors d'une scène où elle lui reproche d'être un écrivain. Elle lui dit d'ailleurs ceci, en parlant des écrivains en général. « Lorsque je leur parle pendant l'amour, j'entends presque leur murmura-t-elle. Ils vivent dans des chapitres. » Et donc ce personnage de Diégane va plutôt se situer dans ce retrait du monde et de l'expérience. Je crois que Béatrice Nangal lui dit d'ailleurs qu'il a un rapport très abstrait au monde, en fait. Il est aveugle au monde, il n'est pas assez sur Terre, contrairement à son ami Musimbois. Et comment est-ce qu'on peut penser cette relation de l'écrivain au monde, qui est un des motifs majeurs de votre roman? Est-ce que selon vous, et comme l'affirme Sigadé, c'est d'abord la vie qui compte, l'œuvre ne doit venir qu'après? Ce débat, pour moi, ne peut pas être tranché. En tout cas, en moi, il n'est pas tranché. Il y a des moments où je pense fondamentalement que Sigadé a raison et que c'est la vie qui compte et qu'il faut être pleinement en elle. Mais il suffit de dire ça pour se demander qu'est-ce que ça veut dire être pleinement dans la vie. Et à partir du moment où vous posez déjà cette question, vous êtes dans un travail presque littéraire. Parce que vous êtes déjà en train de chercher une forme, vous êtes déjà en train de chercher à trouver une structure, sinon une définition. Donc là, je suis tout à fait partagé. Il y a des moments où je me dis que quand on est un écrivain, en tout cas, il y a un point où on n'échappe pas à l'écriture, c'est-à-dire au fait que tout ce que l'on voit doit aboutir non pas à un livre, comme dirait Mallarmé, mais doit au moins nous donner l'impression que ça pourrait devenir une phrase, ça pourrait devenir un livre, que ça pourrait devenir un personnage. Mais évidemment, même moralement, ce type de posture a des implications, puisque vous vous retrouvez à devenir un entomologiste, à regarder les autres comme des expériences, c'est ce que lui reproche d'ailleurs Béatrice, et vous oubliez presque que vous êtes vous-même dans ce mouvement-là. Donc je ne sais pas trop. Entre la littérature et la vie, certains jours je me dis que c'est absolument la même chose, et d'autres jours je me dis que c'est une absurdité de dire que c'est la même chose. Lorsque je dois par exemple expliquer à quelqu'un de mon village au Sénégal ce que je fais, parce qu'on me demande
L'un des grands moments après le prix Goncourt, ça a été une fête qui a été organisée dans ce village, qui est très reculé au Sénégal, voilà, territoire très rural. Ils ont quand même organisé une fête pour fêter leur Goncourt. Bon, on fête notre Goncourt. Ils avaient des t-shirts sur lesquels j'ai failli avoir mon visage comme un bon dictateur africain. J'ai fini par dire non. Ils ont fait quand même, ils ont mis la couverture du livre sur les t-shirts. J'aurais pu les amener pour les mettre en vente. Bref, il se trouve que ce jour-là, j'étais submergé bien sûr de bonheur, d'une profonde joie. Et à un moment, il y a une de mes tantes qui n'a jamais lu un livre de sa vie, qui arrive et me dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu as fait pour... Je dis, j'ai écrit un livre. Et elle m'a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement que tu écris? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et dans ce concrètement-là, j'ai bien senti qu'elle voulait que je lui dise exactement dans la chaîne des relations sociales où s'inscrivait l'écriture et ce que ça me faisait. Et quand quelqu'un qui est très concrètement installé dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas non plus des pensées ou des explorations philosophiques qu'elle ne met peut-être pas en écriture, mais qu'elle porte en elle. Quand quelqu'un vous demande cela, c'est très très compliqué. Et c'est à ce moment-là, très précisément, que je me suis dit que je ne pouvais jamais trancher sur cette question-là. Parce que par la force des choses, je suis écrivain tout le temps, et par la force des choses, je me dois de l'oublier. Parce que pour ne pas m'enfermer dans une posture, pour ne pas correspondre à la caricature que je peux faire de moi-même. Vous voyez, ce qui est toujours, je pense, la dernière des choses à éviter. C'est correspondre à la caricature, non pas que les autres font de vous, parce que ça, vous n'y pouvez rien, mais qu'à la caricature que vous faites de vous-même comme écrivain. Et je crois que voilà, dans mon rapport à l'écriture, c'est toujours traversé par ça. Dans La plus secrète mémoire des hommes, il y a aussi une autre image qui dit cela. À un moment, Djegan, qui cherche l'imam, dit en réalité, il se pourrait que la littérature soit une sorte de cercueil, un cercueil brillant et noir, mais lorsqu'on l'ouvre, il n'y a rien. Donc c'est une sorte de cénotaphe, c'est présent, mais il n'y a pas de corps. Oui. Et je crois que il faut être dans mon rapport à l'écriture, j'essaie vraiment d'être entre les deux, très présent, et en même temps, je sais que j'ai des moments où j'ai presque ce sorte de décalage aussi par rapport à ce qui se passe. Et c'est une lutte permanente, quoi. Voilà. Mais sur cette question, et en préparant cet entretien, j'ai repensé au texte de Hemingway, Paris est une fête, dans lequel Hemingway parle justement de sa pratique de l'écriture. Et lui, il dit justement en fait, qu'il travaille le matin, il boxe, il écrit, puis après il coupe vraiment. En fait, il arrête de penser à la littérature pour mieux revenir à la littérature le lendemain, l'esprit frais. Et s'il continue à penser à la littérature, ben précisément, il ne peut pas revenir à son roman, en fait. Et donc, il y a une discipline très précise, un emploi du temps très organisé. Et j'ai l'impression que dans votre expérience, les choses sont beaucoup plus confondues. Non, oui, c'est confondu. Je n'y crois absolument pas. Cette façon de dire « je ne pense pas à la littérature ». Je ne vois pas, quand on est versé en elle jusqu'à un certain point, comment on pourrait ne pas y penser. Évidemment, on peut l'oublier quand on boxe, je joue au foot, je peux l'oublier. Mais elle est là, c'est une sorte d'ombre, toujours. Une ombre attachée à mon être, quoi. C'est comme ça. Parfois, je ne fais pas attention à mon ombre. Parfois, je ne la vois pas parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière, mais ça ne m'empêche pas de savoir qu'elle est là. C'est toujours mêlé. Évidemment, je ne décide pas, je ne me dis pas, voilà, là j'active le mode littérature et là j'active le mode vie. Ça ne se passe pas comme ça, c'est toujours un tout et j'avance comme cela et je ne crois pas du tout ce que raconte ce cher Hemingway.
il y a l'écrivain espagnol Enrique Villamatas, grand ami de Bolaño par ailleurs, a écrit ce roman qui s'appelle Le Mal de Montano. Et dans Le Mal de Montano, il parle d'un personnage qui est malade, un malade de littérature. Et je pense que quand on lit et quand on écrit, il y a un moment où il y a une sorte de maladie de la littérature. Et cette maladie ne veut pas dire qu'on est hors du monde, mais ça veut simplement dire que bien souvent, ce sont les ressources de la littérature qui nous servent à penser, à avancer, à réfléchir. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Il y a évidemment d'autres choses, d'autres ressources qui nous aident. Mais lorsqu'on aime les livres et qu'on en écrit, et qu'on vit avec eux, qu'on vit avec des personnages, et qu'ils sont pour nous des êtres tout à fait vivants, qu'ils comptent pour nous, qu'ils sont des compagnons, et qu'on les interroge lorsque nous sommes perdus, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on quitte à un moment la littérature, même par besoin d'être concret. Parce qu'il y a un moment où la littérature n'est plus du tout le contraire du concret. Ces deux plans qui se superposent dans la même expérience du présent, comme vous le dites un moment dans La plus secrète mémoire des hommes. Je pense, c'est vraiment l'expérience du présent, oui, totale, une expérience intégrale du présent. Mais d'ailleurs, c'est le thème, peut-être le motif majeur de La plus secrète mémoire des hommes, c'est la question de la hantise, de l'obsession, puisque effectivement Digan est complètement hanté par le labyrinthe de l'inhumain, par T.C. Liman, et vous dites d'ailleurs à ce sujet, parmi les nombreuses citations qui évoquent ce thème, on croit, avec la force de l'évidence, que c'est le passé qui revient habiter et hanter le présent. Il faudrait considérer que la proposition inverse soit aussi vraie, sinon davantage, et que ce soit nous qui hantions, sans jamais leur laisser de repos, ceux qui nous ont précédés. Et pour corroborer ce que vous dites là, en vous écoutant, je pensais à une phrase d'un ami écrivain qui me disait effectivement quelque chose comme si la littérature n'est pas une obsession, j'ai peur qu'elle ne soit pas grand-chose. Et quel sens on peut donner justement à ce motif de la hantise dans votre roman? Comment est-ce qu'on peut penser cette relation entre hantise, obsession et littérature que vous évoquez? L'une des figures de départ de ce roman était le labyrinthe, c'est-à-dire géométriquement l'espace du labyrinthe. Comme espace géométrique, mais aussi comme mythe. Et dans ce labyrinthe, j'ai essayé de faire en sorte que la personne qui lit, mais moi d'abord, c'est-à-dire moi qui ai écrit, que je sois en même temps celui qui cherche, c'est-à-dire qui est obsédé par une présence dans le labyrinthe, qu'il y a quelque chose dans le labyrinthe que je dois chercher, et qu'à la fois ce labyrinthe soit hanté par une présence qui est plus inquiétante, qui serait celle du Minotaure. Mais il se pourrait que le Minotaure soit aussi moi-même. Donc, la question de l'obsession, pour moi, est à la fois liée à la quête, mais à la peur de la découverte. Mais c'est aussi peut-être ça, une véritable obsession. C'est quelque chose que vous avez peut-être presque peur de découvrir, mais une chose dont vous sentez que vous ne pouvez pas vous détacher, vous ne pouvez pas l'abandonner, vous ne pouvez pas la laisser. Quelle est cette chose? Tout lecteur, en tout cas de ce roman, mais de tous les romans, au fond, finit par se créer son objet en faisant la quête, en la menant. Mais je crois que pour moi, c'est lié, oui, à ce par quoi on a commencé, par une tentative non peut-être pas de définition, mais d'approche de la littérature, par une tentative d'approche de la mémoire. On m'a souvent demandé ce que représentait la plus secrète mémoire des hommes. Qu'est-ce que ça signifie en fait concrètement? C'est quoi la plus secrète mémoire des hommes? Je sais pas, pour moi ça pourrait être la littérature, mais ça pourrait aussi représenter tout un ensemble de choses. L'important étant que cette chose soit assez puissante pour nous happer,
nous appeler toujours. Et pour moi, la hantise est là, mais elle est toujours liée aussi à une forme de grande peur de découvrir, peur d'être déçu, c'est-à-dire de se dire on va essayer de chercher la littérature ou Djegan, je vais essayer de chercher T.C. Eliman, et finalement se dire je peux être déçu. Je peux tomber sur quelque chose qui me tue parce que ça me déçoit. Je peux tomber sur quelqu'un ou tomber sur Eliman et me rendre compte que ce n'est que ça. Comme si parfois on entamait une quête et qu'on trouvait notre objet en nous disant ce n'est que ça. Voilà. Il y a aussi cette présence-là dans le labyrinthe qui peut être tout à fait inquiétante pour cela. Pas parce qu'elle peut nous tuer, mais aussi parce qu'elle peut nous décevoir totalement. Et je crois que j'ai entrepris l'écriture de ce roman-là en me disant que je ne savais pas exactement ce que je voulais chercher, je ne savais pas exactement où j'allais, mais j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à chercher dans ce livre et que cette chose-là ne me laissait pas tranquille, que je n'en dormais pas, que j'en cauchemardais, mais sans arriver exactement à voir ce que c'était. Et il a vraiment... aujourd'hui, je ne peux même pas dire, je ne suis même pas certain de l'avoir trouvé. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que je pense être... j'ai essayé, en tout cas, dans ce livre, d'aller au bout d'une hantise profonde. Une hantise profonde qui m'a épuisé. Voilà. si vous voulez tout savoir, qui m'a beaucoup fatigué. Et est-ce que cette question de l'inconnu, de la hantise, on pourrait la relier à la forme littéraire de votre livre, puisque précisément, c'est un livre très complexe dans sa forme, qui fusionne différents genres. Seulement dans la table des matières, on rencontre des livres, un journal, des notes, un testament, des lettres. Et à l'intérieur de votre roman, d'autres formes apparaissent. Le pastiche de critique littéraire, le message Facebook, WhatsApp, donc c'est vraiment protéiforme, c'est assez déroutant. Enfin, vous jouez avec le lecteur aussi, puisque parfois on se perd dans la lecture du récit de par cette dimension protéiforme. Et puis votre récit aussi construit sur le modèle de l'emboîtement, c'est-à-dire que les récits et les discours s'enchassent dans les récits. Le récit de Ousseynou, le père de Siga, s'enchasse dans celui de Siga, qui s'enchasse dans celui de Diegan, si bien que parfois on perd le fil du récit. Et comment est-ce que vous avez choisi cette construction comment est-ce que vous avez travaillé cette construction labyrinthique précisément pourquoi est-ce que vous avez choisi de mêler autant de formes dans votre récit et comment est-ce que vous l'avez travaillé cette structure? En général, dans un roman, il y a deux éléments qui servent à structurer très fortement et qui assurent une sorte de sécurité de la lecture. C'est qui parle et à quel moment. C'est évidemment ce que je ne voulais, en tout cas ce que je voulais brouiller de temps en temps. Donc le geste n'est pas radical dans le roman, mais il y a des moments où il est en effet assez poussé. J'ai essayé en tout cas de faire cela, qu'on ne sache plus qui parle, qu'on ne sache plus exactement à quel moment. Et ça répond vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur la tentative de concentrer à certains moments plusieurs voix, plusieurs visages et plusieurs temps. Cependant, la structure, je crois aux structures qui se dégagent d'elles-mêmes du roman. C'est-à-dire à l'écriture qui est un travail de la forme. Et quand je dis cela, ce n'est pas nécessairement prêter à l'écrivain une intention ou un pouvoir quasi démiurgique de construction. C'est simplement dire qu'il y a une logique interne au texte qui se construit lui-même. Je pars toujours d'une image assez précise. J'attends d'ailleurs que l'image soit très précise avant de commencer. C'est-à-dire que je ne commence pas à écrire un roman par une idée. Je ne crois pas aux idées de roman. Il n'y a pas d'idée de roman. Ou alors il y en a partout, tout le temps,
ce qui annule presque la question d'avoir une idée de roman. Une image de roman, l'image d'un personnage, l'image d'une scène, un dialogue, une phrase en tout cas que quelqu'un adresse, qu'une voix, qui n'est pas toujours claire, adresse. J'écris cette scène qui n'a parfois rien à voir avec le début du roman. Ça peut être une scène qui apparaît très longtemps après. Mais une fois qu'elle est posée et qu'elle est centrale dans la mesure où elle convoque souvent des personnages qui seront centraux dans le roman, il y a un mouvement presque de spirale autour de ce point premier. Quelque chose qui s'écrit autour. Je n'ai vraiment pas, dans cette construction-là, je n'ai vraiment pas, elle n'est pas pensée précisément. Elle ne vient certainement pas d'un plan, elle ne vient pas d'une structure préétablie. Elle est vraiment, elle s'est développée comme on avance dans un labyrinthe, à savoir par une forme d'errance qui n'est pas non plus, je pense, un hasard. Pour la simple raison que lorsque vous vous déplacez dans un labyrinthe, en tout cas, ce que je pense, c'est que ce n'est pas la sortie qui est importante, c'est le centre qui est important dans un labyrinthe. Et je crois que il y a presque un mouvement d'attraction ou d'entropie qui se crée à ce moment-là. Il faut aller au centre du roman. Et le centre du roman, c'est peut-être ce qu'on porte de plus profond. Je crois beaucoup aux personnages parce que je crois que c'est eux qui expriment ce qu'on a de plus profond. Mais l'exprimant, il crée en même temps une forme. Il n'y a pas de forme avant. La forme est toujours pour moi a posteriori et elle découle de la capacité à se confronter ou à confronter chaque personnage à sa propre question et à aller vraiment au fond de sa propre question. Et on se retrouve à un moment où une forme commence à apparaître clairement. En tout cas, je n'ai jamais travaillé a priori sur la forme, la structure du roman. Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi précisément les personnages de ce roman ont conduit à cette forme très spécifique, puisque par exemple dans votre roman De purs hommes, la forme est beaucoup plus classique. Pourquoi précisément ces personnages conduisent à cette forme-là? Parce que dans De purs hommes, mon précédent roman, la ligne d'intrigue est assez une ligne claire, ce qu'on appelle une ligne claire. Et j'ai vraiment eu l'impression que dans ce roman, le sujet était apparent, c'était très clair. C'est qu'il n'y a pas tellement d'ambiguïté, de masque. On entre dans ce roman et on voit de quoi il est question. Dès la première scène, cela apparaît. Dans ce roman-là, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de sujet. En tout cas, j'étais incapable de dire voilà le sujet de mon roman. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que entre les deux romans, c'est peut-être ce qui a changé, c'est que je me suis mis à avoir une sorte de hantise et de rejet très fort de la question du sujet du roman. Ça a vraiment changé entre De purs hommes et La plus secrète mémoire des hommes. Donc les personnages apparaissaient sans réellement sans voir immédiatement le problème qu'il y avait à résoudre, ou en tout cas à affronter. Alors que dans De purs hommes, cela apparaît dès la première scène. Le fait que la plupart des personnages de ce roman soient des écrivains ou des gens qui tournent en tout cas autour de la littérature et qui se posent la question du rapport entre littérature et vie, les arrache tout de suite à un sujet social précis, à une interrogation politique claire et immédiate. Ils sont comme confrontés à des intuitions, mais des choses très, très, très évanescentes. Ils se cherchent, ils sont jeunes, ils veulent écrire, ils commencent à écrire, ils ne savent pas exactement dans quelle direction aller. Et tout cela les plonge dans une grande fragilité, une grande vulnérabilité.
Et je pense que c'est ce qui donne aussi au roman cette structure-là. C'est que rien n'est clair dès le début et je ne suis même pas certain qu'à la fin quelque chose soit très très clair. Mais ils ont marché. Voilà. Si on veut prendre le phénomène sous un autre angle, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une dimension un peu ludique aussi de plaisir dans cet exercice du contraste du style qu'on évoquait et puis du contraste des formes aussi? Et si plaisir il y a, même dans l'exercice de pastiche de critique littéraire que moi j'ai adoré, qui m'a fait énormément rire aussi, quelle est la fonction de cette dimension ludique et de cette dimension de plaisir au regard de la vocation profonde de la littérature? Oui, il y a clairement une dimension ludique, une dimension de jeu. Alors, ce n'est pas du tout au sens presque formaliste du terme ludique, mais c'est au sens où j'ai essayé de prendre plaisir à écrire le roman sans vraiment savoir où il allait et à communiquer ce plaisir à la lecture. Pour revenir à l'image du labyrinthe, j'ai essayé de faire en sorte que la marche dans un labyrinthe comporte aussi une part de plaisir, parce que on peut considérer que c'est un espace de liberté, tout simplement. Que le labyrinthe ne soit pas un espace, une métaphore de la prison, une métaphore carcérale, mais plutôt une métaphore de libération, c'est-à-dire de la possibilité d'aller dans tous les sens. Il y a un autre conte de Borges qui métaphorise très bien cela, où il est question de deux rois qui s'affrontent à coups de labyrinthe, qui construira le labyrinthe le plus parfait. L'un arrive à emprisonner l'autre dans un labyrinthe extrêmement complexe, etc. Et puis à un autre moment, l'autre se venge en jetant le roi dans un désert, en disant voilà le plus parfait des labyrinthes finalement. Et au fond, c'est aussi ce que je voulais, que le livre qu'il y ait une capacité à aller dans toutes les directions qui correspondent peut-être simplement à une opportunité, une possibilité de lire plusieurs couches, de s'attacher à plusieurs couches ou à plusieurs tons ou à plusieurs personnages extrêmement variés. Pour moi, l'humour a vraiment cette fonction-là. C'est ce qui vient multiplier les espaces de compréhension. Et je pense que c'est comme à peu près quand on fait de l'humour dans la vie, ce qui nous fait rire, c'est souvent, en tout cas moi ce qui me fait rire, c'est qu'il y ait des possibilités de comprendre plusieurs choses dans une seule phrase ou un seul mot. C'est mon côté lacanien. Et est-ce que c'est pas aussi votre côté bolagnesque? C'est évidemment, il y a aussi le côté bolagnon. C'est-à-dire qu'il y a Bolagno est un maître en la matière. C'est-à-dire le fait de poser une scène qui a 1000 significations. Il ne décide pas et parmi ces 1000 significations, il y en a plusieurs qui sont tout de même comiques, toujours. J'ai parlé je pense que Bolagno est une sorte d'héritier très lointain de Kafka. D'ailleurs, il le cite beaucoup dans certains de ses textes. Et Kafka, comme l'a montré Kundera, est peut-être un auteur d'abord comique. Il a souvent dit qu'il y a eu une sorte de grand contresens qui a été commis par beaucoup de kafkologues, qui s'appelaient les kafkologues, qui a consisté à enfermer Kafka dans la lourdeur, dans la pesanteur, dans quelque chose d'extrêmement grave. Alors que c'est un auteur comique. Il rappelle que la première fois que Kafka a lu à ses amis les premiers chapitres du procès, ils étaient tous éclatés de rire. Et lui-même, Kafka, avait du mal à continuer parce qu'il riait. Et donc, je crois que Bolagno est un de ces lointains héritiers-là. Et je trouve qu'il est souvent à son sommet quand on n'arrive pas à savoir si ce qu'il écrit est extraordinairement grave, sérieux,
triste ou au contraire extraordinairement comique. Ça passe par des situations, bien sûr, mais ça passe parfois par des phrases, tout simplement. Une simple phrase qui a des implications multiples. Oui, bon. Est-ce que vous êtes inspiré de la structure des détectives sauvages pour La plus secrète mémoire des hommes, puisque la toute première partie du roman, avec ce groupe d'écrivains que vous appelez le ghetto, m'a beaucoup fait penser en fait à cette déambulation des réels viscéralistes et de Garcia Madero, ce qui est moi, la partie que je préfère dans ce roman. Et ensuite, on part sur vraiment une expérience littéraire complètement différente, et c'est la même chose avec vous dans votre roman, c'est-à-dire que la première partie se clôt et s'ouvre sur un récit complètement différent. Est-ce que structurellement, vous êtes inspiré de ce texte ? Alors, étant donné que je n'ai pas vraiment pensé à la structure, il se peut que oui, c'est-à-dire sans dire je vais aller puiser chez Bolaño cette structure-là, parce que je n'ai pas vraiment eu l'impression en écrivant de vouloir cette structure, de la désirer. Mais j'avais lu évidemment Les Détectives Sauvages et j'avais trouvé que c'était un roman qui résonnait profondément avec une époque de ma vie où je m'étais retrouvé dans une sorte de cercle littéraire, amical, parisien et nocturne qui était fait de ce type de... Donc j'ai à la fois eu l'impression de simplement... pourquoi riez-vous? Je sais pas. Qui était fait simplement oui, que cette première partie était simplement très proche du souvenir de cette expérience, ou en tout cas de sa transfiguration littéraire, et aussi très proche de ce que j'avais lu chez Bolaño. La grande différence tout de même, je crois, c'est que Bolaño est très radical, c'est-à-dire il est allé au bout, surtout dans cette deuxième partie des Détectives Sauvages, puisque là, il n'y a en apparence plus aucun souci de la structure, de la continuité ou de l'intrigue. Alors que moi, ça, je n'ai jamais voulu le perdre de vue. La question de quand même garder un cadre, même si à l'intérieur, il y en avait plusieurs autres. Dans Les Détectives Sauvages, dans cette deuxième partie, il n'y en a quasiment plus, en tout cas en apparence, puisque ce sont des témoignages, des voix qui se succèdent comme ça, les unes derrière les autres. J'aurais aimé pouvoir faire ça, mais c'est un geste radical qui n'est permis qu'aux très grands. Et en tout cas, qui peut marcher que là. Moi, je pense que je n'avais pas les capacités du tout de faire ça. Mais dans cette structure, on parle beaucoup de... Oui, parce que je parle beaucoup de Bolaño, mais il y a aussi Wologem qui est très présent dans ce roman. Alors, pour son histoire, etc., mais d'abord pour son livre, pour le devoir de violence, pour la question de l'oralité. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce texte et de cet écrivain qui sont assez peu connus en France, même si votre prix Goncourt a contribué à le médiatiser. Qu'est-ce qui vous relie à cet écrivain, à ce texte, Le devoir de violence ? Ce qui me relie à ce texte, c'est d'abord le sentiment d'une extraordinaire liberté d'écriture, quelque chose d'à la fois très violent, mais aussi très ironique. Et dans c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les différences de registres, cette capacité à convoquer là la chronique historique, là le récit griotique, là quasiment le rapport de police, mais une police africaine qui s'établirait quelque part entre le XIIe siècle et le XXe siècle. Enfin, tu vois, il y a quelque chose là qui m'a beaucoup marqué. Et un texte
c'est-à-dire, c'est, en tout cas dans l'espace africain, c'est l'un des premiers textes qu'on pourrait dire postmoderne, vraiment, au sens où il fait du collage et de l'écart permanent un principe esthétique. Et puis, cette tentative de sortir de la cage qu'on peut nous dresser de l'extérieur et de l'intérieur, c'est aussi clairement lié à Wologam. Je crois que c'est un écrivain qui a vraiment fait de la littérature un instrument de libération personnelle, historique, sans jamais oublier que la libération passait par la forme, qu'il ne s'agissait pas de dire les choses, mais qu'il s'agissait de les agencer d'une certaine manière. Et ça, c'est, voilà. Au niveau de la structure ou du ton, je me sentirais presque plus proche en tout cas de Wologam, même si de toute évidence, Bolagno ne m'a jamais quitté non plus. Mais ouais, et puis bon, Wologam bon, à l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, gloire et chute, accusation de plagiat, retrait rambaldien dans son... Donc, voilà, effectivement, c'est une des sources d'inspiration du personnage de Pour Tessie Eliman, Eliman. pour Tessie Eliman. Il a à peu près le même destin. Il a connu la gloire par un roman, a eu un prix important et s'est ensuite tué parce qu'il a été accusé de plagiat et est retourné dans son village au Mali, à Sévaré, où il est mort après quasiment un demi-siècle sans plus rien publier. Il a publié, après le Devoir de violence, qui est son principal roman, 4 autres textes, un sous son nom, Lettre à la France nègre, qui est plutôt un essai, un recueil d'essais, un grand roman érotique qui s'appelle Les 1001 Bibles du sexe, qui est une sorte de pastiche presque des 11 000 verges ou des 120 jours de Sodome. Et puis 2 autres textes sous un pseudonyme féminin. C'est un auteur très curieux, parce que voilà quelqu'un qui avait à la fois l'ambition littéraire la plus haute, vraiment, et qui s'est quand même permis d'écrire des textes absolument médiocres. Pour gagner de l'argent, ou pour s'amuser, ou pour subvertir vraiment une certaine idée qu'on se ferait d'abord de la littérature, en pensant qu'elle serait soit toujours savante, soit nécessairement populaire, c'est-à-dire en rejetant ces distinctions-là, et en rejetant aussi la prison Afrique, c'est-à-dire écrivain africain, donc on doit écrire de cette façon-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... voilà, c'est un sujet de méditation permanent pour moi que le destin de Wologam. Et pour prolonger ce dialogue autour de cette double filiation, j'aimerais vous poser une question que m'a soufflé notre contributeur Khalid Liamlahi, donc, qui est l'auteur d'un article sur Zone Critique qui s'appelle « Pour une lecture textuelle de la plus secrète mémoire des hommes ». Quelles sont les affinités et les dialogues possibles, précisément, entre la littérature africaine et la littérature de l'Amérique latine, à partir de cette double filiation que vous situez vraiment en introduction de votre roman? Alors, les affinités possibles. Il y en a plusieurs. La première, la plus évidente, c'est la question de l'oralité comme principe d'écriture. Je ne commets pas l'erreur d'assigner l'Afrique ou l'Amérique latine à l'oralité, puisqu'ils n'en ont pas le privilège. Toutes les aires géographiques ont commencé par de l'oralité, et y compris la culture européenne la plus ancienne, puisque évidemment les premiers poèmes étaient chantés, il ne faut jamais l'oublier, que Homère était soit un chanteur, soit un groupe de rhapsodes, voilà,
Enfin bon. Euh, et qu'il ne faut jamais oublier que les premiers vers de l'Iliade, ce n'est pas écrire, mais chante. Quand Homère demande à la muse, Ménine Aïedeteia, chante-moi les exploits du Péléide Achille. C'est de la. Ça commence par la voix. Mais l'Europe a peut-être pris à un moment donné une autre voie qui consiste à simplement sanctifier la question de l'écriture. Bon. En le justifiant, en disant que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Il se trouve que dans d'autres aires géographiques, les paroles restent. Contrairement à ce qu'on croit, elles ne s'envolent jamais. Ce qui est dit vous suit très très longtemps. Il n'est que de prendre l'exemple de 100 ans de solitude. Tous ceux qui ont lu ce roman savent que finalement, c'est parce que quelque chose a été dit que ça reste pendant tout le roman, ça ne disparaît pas. Donc l'oralité, pas simplement comme une sorte d'esthétique, mais comme puissance existentielle. Ce qui est posé en étant dit reste. Et pendant des générations. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve à la fois dans beaucoup de cultures que je connais du continent africain et que j'ai retrouvé dans beaucoup de textes de l'Amérique latine. Y compris chez les esthètes les plus raffinés comme Borges, dont j'ai beaucoup parlé. Il y a toujours un travail de l'oralité extrêmement fort. Quelqu'un est toujours en train de parler, quelqu'un est toujours en train de raconter. Et le récit est extrêmement libre et il est collectif. Ça, c'est la deuxième dimension après l'oralité, c'est un travail toujours collectif. Les contes, c'est-à-dire peut-être le genre le plus représentatif de la question de l'oralité, les contes sont un travail de construction collective. Ce que je veux dire par là, c'est que le conte n'appartient à personne. Voilà une autre grande différence littéraire, peut-être, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud d'une part, et l'Europe de l'autre. À savoir l'idée qu'un conte n'a pas nécessairement besoin d'avoir un auteur. Tout simplement parce qu'il appartient à une mémoire collective et qu'on peut... Et d'ailleurs, cette réflexion est intervenue dans ma propre réflexion sur le plagiat. Un plagiat est possible parce qu'un auteur est possible. Lorsque le texte n'a pas d'auteur ou que l'auteur est collectif, parler de plagiat est absolument absurde. J'ai été nourri au conte, beaucoup dans mon enfance. Et il se trouve que les personnes qui me racontaient les contes, souvent des femmes, ma grand-mère en particulier, maternelle, jouait beaucoup avec le conte et je voyais bien que d'une nuit à une autre, le même conte avait une structure légèrement différente. Et je ne me gênais pas pour lui faire remarquer en lui disant « mais il y a 2 jours, c'était pas ça exactement ». Mais elle me disait « bon, est-ce que c'est gênant ? Est-ce que ça change quelque chose au plaisir que tu ressens à écouter ce que je te dis finalement ?» Non. Donc, une sorte d'espace ouvert. Et ça, je l'ai retrouvé aussi chez beaucoup d'auteurs d'Amérique du Sud. Il y a évidemment des questions maintenant plus contextuelles, plus historiques, disons, qui sont liées à l'expérience de la colonisation, qui sont liées à l'expérience de libération, même si il y a eu beaucoup plus de guerres de libération en Amérique du Sud plutôt que sur le continent africain. Mais l'expérience d'avoir été colonisé est là, historiquement, politiquement, elle signifie et elle a une influence sur la façon de raconter le réel. Pour moi, ce n'est pas pour rien alors, même si je sais que le réalisme magique a été une sorte de
d'étiquettes un peu faciles comme ça, collées sur les récits d'Amérique latine. Le fait d'inclure dans le réel, le cours du réel, du surréel ou du fantastique ou du symbolique est quelque chose que je vois aussi beaucoup dans les... Alors, un peu partout, hein. Ça existe partout. Mais disons que c'est puissamment présent dans les récits qu'on fait de soi, que je trouve en Amérique du Sud et sur le continent africain. Et pour finir, je parlais tout à l'heure de la question politique. Vous savez sans doute que le Che Guevara, l'une de ses expériences les plus intéressantes pour moi est une expérience ratée, mais souvent le cas pour tout le reste, pour tout en fait, a été le moment où il est allé sur le continent africain pour tenter d'aider à la libération. Donc il est allé en Afrique centrale, je pense que c'est au Congo et au Nigeria, où il a tenté vraiment d'intervenir pour former des groupes qui tentaient, mais il y en avait tellement qu'il s'est perdu, il ne savait plus à la fin qui étaient les révolutionnaires et qui était le pouvoir. Mais le fait qu'il ait choisi d'aller là est une expérience intéressante qu'il raconte dans un petit texte. Il raconte cette expérience africaine-là. Voilà, donc je trouve qu'il y a plusieurs liens comme ça. Mario Vargas Llosa a écrit un texte qui s'appelle Le rêve du Celte. Bolaño lui-même, dans Les Détectives sauvages ou dans d'autres textes, a plusieurs mentions. Dans Les Détectives sauvages, l'un des témoignages les plus longs de cette partie centrale concerne l'Afrique. C'est très étonnant, étant donné la taille du texte, étant donné les multiples... Et l'un des témoignages les plus longs, vraiment par la taille, les plus développés, concerne le continent africain et plus particulièrement la guerre au Libéria. Il consacre des pages très longues à cette expérience-là. Et je me dis que peut-être que lui-même a eu une sorte d'intuition, qu'il y avait entre ces deux continents-là un dialogue qu'il fallait pousser un peu plus. Littérairement, mais aussi dans le rapport même au réel. Mais je suis presque sûr qu'en poussant un peu, si on va vers le continent indien, on pourrait trouver des choses. C'est que les rapports aussi, on les construit. Il ne faut pas les laisser... Bon, il faut les construire possiblement pas trop artificiellement, mais on les construit. Et ça demande de la patience, ça demande de s'intéresser vraiment aux cultures et de ne pas avoir un regard d'ethnologue ou d'anthropologue qui sont des sciences nées avec la colonisation, qui sont des sciences coloniales par excellence. Voilà. Vous évoquiez donc cette dimension collective du conte, et ça m'amène à une dernière question avant qu'on ouvre un dialogue avec le public. C'est la question en fait, de la solitude de l'écrivain qui est décisive aussi, qui est un des motifs vraiment important de votre roman. C'est sur ce terme que s'ouvre La plus secrète mémoire des hommes, puisque vous dites que la solitude est l'origine et la destination de l'œuvre et de la littérature. Et en même temps, La plus secrète mémoire des hommes est un roman grouillant de personnages, et je vous ai entendu dire au micro de Bookmakers qu'on écrit toujours avec les écrivains qu'on a lus, forcément. Comment est-ce qu'on peut penser cette relation entre littérature, écriture et solitude? Oui, la solitude de l'écrivain est une solitude, je pense, oui, paradoxale, presque une fausse solitude, parce qu'elle n'est jamais totale. Je pense qu'en effet, que chaque phrase qu'on écrit, chaque texte qu'on écrit, se fait sous la surveillance plus ou moins bienveillante, plus ou moins rugueuse des écrivains qu'on lit et qu'on a aimés. Cependant, je pense que la raison pour laquelle la solitude est importante, c'est que je pense qu'il n'y a qu'en elle qu'on arrive à trouver ce qui nous anime vraiment.
ou ce qui va nous porter au bout d'un livre. Évidemment, on peut l'écrire en ayant autour de nous plusieurs voix, mais on ne découvre ce qu'on veut ou ce qu'on doit écrire que dans une extraordinaire solitude qu'il faut donc chérir pour cela même. Je crois qu'il y a une revendication de la solitude. Encore une fois, pas dans la posture du maudit et en n'exagérant pas trop le silence de Blanchotien comme ça. Je ne pense pas. Mais il y a toujours un moment où il faut se retrouver seul face à soi. Pour moi, il y a ce n'est pas pour rien que le 19e siècle français, en particulier, a beaucoup insisté sur la question de la solitude et sur la question des miroirs. Il y a plusieurs miroirs qui se baladent vraiment au 19e siècle. Stendhal, bien sûr, Balzac, Victor Hugo, tous parlent à un moment donné d'un miroir. Miroir qui se promène le long d'un chemin, miroir de concentration, miroir concentrique, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est cette image-là qui montre qu'à un moment donné, il faut simplement se faire face. C'est que la solitude, elle est aussi fausse pour cela. C'est une solitude de dédoublement. Mais l'autre, c'est toujours soi, au fond. Et il faut pouvoir aller au fond. Aller au fond. Je ne vois pas comment le dire autrement. Il me semble en tout cas qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas en faire une posture, mais on ne peut pas non plus l'éluder. Si on veut vraiment écrire quelque chose qui soit à peu près vital, au moins pour soi, pas dans l'absolu, mais simplement pour soi, il faut la chercher totalement. Parce que je crois que c'est en elle aussi que se manifeste notre voix la plus profonde, mais aussi les voix souvent de ceux qui, il me semble, nous dictent l'écriture des choses les plus fortes, qui est la voix des gens du passé, la voix des morts finalement. Et elle ne s'entend, je pense, que dans la solitude. Même quand on écrit des choses extrêmement contemporaines, très ancrées dans le réel, dans le présent, il me semble que la question du passé, donc de la mémoire, est toujours absolue. Et l'oreille, pour l'entendre, est une oreille toujours, je pense, solitaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mohamed. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez lever la main et on vous apportera un micro. Si il y a un micro, oui. Il faut juste réussir à passer. Bonsoir. Merci, c'était passionnant. Mohamed, on s'est rencontrés quelques fois, mais on n'a jamais eu le temps de discuter, donc je profite de t'acculer ici pour te poser une ou deux questions, si tu veux bien, même une, pour laisser le temps aux autres. La première, alors on n'en a pas tant parlé, c'est la colonisation. Donc dans ton livre, il est question aussi du rapport de l'écrivain africain à la France, et en tout cas à la reconnaissance de la France. Et toi qui as eu le Goncourt, tu as eu une phrase magnifique de l'écrivain justement dans ton livre qui dit que tous les écrivains africains rêvent paradoxalement d'être reconnus sur la place française. Et je voudrais faire le lien avec le fait que le labyrinthe, comme tu l'as exprimé, c'était la quête et la peur de découvrir quelque chose. Et donc ça peut aussi s'entendre comme la peur d'être publié, la peur d'être publié en France. Et je voulais questionner le rapport à la langue française, qui est, j'imagine, ta langue aussi maternelle que le Wolof. Comment est-ce qu'on se construit et qu'on se découvre une fois qu'on est reconnu par la langue du colon, on va dire, et par la reconnaissance du français? Comment tu te positionnes par rapport à ça, si tant est que tu te positionnes?
Oui, merci. Non, non, c'est tout à fait important. Merci Selma. Alors, je tiens le français pour ma langue de, comme dit un de mes amis, on est d'accord sur ce sujet, c'est une langue pour moi très de tête. Ce n'est pas ma langue maternelle, j'ai d'autres, j'ai le Sérère qui est ma langue maternelle, j'ai le Wolof qui est la langue voilà, du Sénégal. Et le français est arrivé ensuite. Après, c'est la langue qui, par l'éducation, a pris le plus d'espace mental. En fait, c'est une langue qui est très liée, moi aujourd'hui, parce que j'essaie de faire le travail de la rendre plus personnelle, de la ramener vers le ventre. Mais elle est longtemps restée une langue très cérébrale pour moi. Ce qui a peut-être aussi, qui a déteint sur ma propre façon d'écrire, que je tente parfois de court-circuiter, mais qui peut paraître très cérébral à certains moments aussi. Il y a je n'en fais pas un cheval de bataille idéologique. C'est une langue héritée. Je l'ai trouvée là. La grande question est maintenant de savoir ce que je dois en faire, ce que je peux en faire. Et ce que je peux en faire, en tout cas j'en suis à ce stade de ma réflexion, c'est de la charger de plus en plus des autres langues que je porte, ou de l'obliger à être dans un dialogue plus profond avec les autres langues que je porte et dans lesquelles je n'écris pas, pour l'instant en tout cas. Ce qui fait que, et ça ne passe pas simplement par le fait de mettre de temps en temps un petit mot en Wolof par-ci, un petit mot en Wolof par-là, de mettre quelques petites... C'est vraiment un travail plus profond au niveau même de la construction de la phrase. Après, il y a et c'est là que ça devient plus politique et peut-être plus pervers, c'est que venant d'un pays qui a été colonisé, j'ai presque parfois le sentiment que j'ai un devoir de perfection par rapport à cette langue-là, parce qu'elle a été imposée et qu'elle a été souvent imposée dans la terreur, dans la violence, dans l'humiliation, et que ce sont des choses qui restent. Et que finalement, parfois, j'ai l'impression qu'il faut presque la surinvestir totalement, la surinvestir. Ce qui est un piège. En fait, il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans. C'est un moment à passer, mais je pense qu'il ne faut pas s'attarder trop longuement dans ce moment-là. Et maintenant, je crois que la question de la reconnaissance est réelle. C'est que je ne vais pas nier, mais je pense qu'elle vaut pour tous les écrivains, y compris ceux qui prétendent ne vouloir aucune forme de reconnaissance. Elle est toujours là, ça se mesure en degrés. Mais encore une fois, c'est comme avec l'héritage de la langue, qu'est-ce qu'on fait d'une reconnaissance qu'on a? Et là, politiquement et esthétiquement, les deux se joignent. Ça veut dire prendre plus de risques avec cette langue. Ça veut dire radicaliser des gestes de court-circuit de cette langue-là. En tout cas, d'exploration d'autres langues. Pour dire en fait que cette langue est maintenant ailleurs, où elle est en contact avec des ailleurs. Et le radicaliser pour que ça se voit plus, sans avoir à s'expliquer, c'est-à-dire très concrètement, sans avoir à mettre des notes de bas de page, sans avoir à avoir un appareil, à se balader avec un appareil ou un dictionnaire pour expliquer. Mais sans non plus faire n'importe quoi. C'est le travail que ça nécessite. Après, sur le plan beaucoup plus concret, j'ai toujours dit que l'attribution de ce Goncourt à un Sénégalais
donc à quelqu'un qui vient d'un espace aussi colonial, qui fut colonial, colonisé, est important d'abord pour la personne qui l'a, donc pour moi, mais c'est important pour ce que ça ouvre après. Et il se peut que ça ait ouvert quelque chose. C'est peut-être trop tôt. C'est arrivé il y a 2-3 ans. On verra plus tard ce que ça a ouvert. Mais en tout cas, moi, je vois déjà de ma position, par ce qu'on m'envoie, ce que des jeunes du continent africain m'envoient comme texte, comme message, que ça a peut-être ouvert quelque chose. Et que là, il faut vraiment replacer la chose sur le plan plus collectif. Ça, je pense que ça aura ça peut avoir des effets. Et l'effet le plus important pour moi, c'est que des jeunes sont presque libérés de la question d'être reconnus par ailleurs. Ils se disent, bon, c'est arrivé, donc c'est possible. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, je pense qu'on en a besoin. On continue d'avoir besoin d'être reconnu, notamment par les pays du Nord, les pays occidentaux, l'Europe, dont je parlais. Oui, je pense que ça continue parce que les rapports politiques sont encore structurés comme ça. Pas simplement dans la reconnaissance. Ça change, hein? Il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent. Mais globalement, les grandes instances de décision, politiquement comme littérairement, sont encore largement occidentales, on va le dire comme cela, globalement. Mais ça change petit à petit. Je crois que ça va continuer à changer. Et le jour où des jeunes Africains arriveront à écrire sans plus être hantés par cette idée qu'il faut nécessairement une reconnaissance pour exister comme écrivain, une reconnaissance qui viendrait de l'étranger, là, on aura avancé, fait un grand pas. Voilà. Inch'Allah. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci pour cette communication-là qui est très intéressante et pour tes réponses. Alors, moi, j'avais une question. On parlait tout à l'heure de la solitude de la position de l'écrivain, qui est une forme de nécessité dans son travail de prise de recul par rapport à la société, mais aussi peut-être une condition d'efficacité ou d'efficience dans ce travail-là. Et je voulais faire justement le lien avec l'actualité de ton pays, le Sénégal. Dernièrement, il y avait une actualité politique assez nourrie. Et on t'a vu notamment participer à, je dirais pas des pétitions, mais en tout cas signer avec d'autres intellectuels du Sénégal un papier appelant justement au respect de la Constitution, de la démocratie, etc. Donc tu as pris la parole et je voulais savoir comment toi tu as vécu ce moment-là. Est-ce que c'était dans ta position d'écrivain une volonté aussi de sortir de cette solitude-là pour t'ancrer un peu plus dans le réel, dans le concret, qui était peut-être aussi une forme de demande sociale à laquelle tu devais satisfaire. Comment toi tu as vécu ça de ta position d'écrivain auréolé 2-3 ans avant d'un Goncourt? Est-ce que tu as senti ça comme un poids particulier qui te pesait sur les épaules comme ça, ou tu as traité ça avec légèreté, en toute bonne conscience, volontairement sur ces derniers mois-là par rapport à l'actualité politique du Sénégal? Oui, merci beaucoup. Je pense que... Alors, je ne me charge pas d'une responsabilité. En tout cas, j'essaie d'éviter de me charger d'une responsabilité parce que c'est un grand piège. Je pense. Lorsqu'on se charge d'une responsabilité et qu'on dit, par exemple, que, étant une voix qu'on va possiblement écouter ou qui sera audible au Sénégal, je vais parler de tout ce qui se passe au Sénégal, vous voyez que vous ne vous en sortez plus parce que tout ce qui arrivera, on écoutera et on attendra, on exigera presque votre voix et si vous ne l'élevez pas, on vous tombera dessus, on vous accusera de silence, de lâcheté, de compromission, d'être affilié au pouvoir, etc., etc. Cela veut dire qu'il faut toujours choisir les moments où on parle. Et pour moi, c'est la tâche la plus difficile, c'est d'identifier dans l'actualité qui est toujours tragique. Vous regardez l'actualité, vous avez toujours 1000 raisons d'écrire une tribune, de signer des pétitions. C'est d'identifier dans cette actualité-là, c'est de hiérarchiser en fait les informations et les actualités. C'est un travail très très compliqué.
que je tente de faire depuis quelques années. De me dire ça, c'est important et j'ai quelque chose à dire sur ce sujet-là. Ça, c'est important, mais je n'ai rien à dire sur ce sujet. Donc, ce n'est pas nier l'importance. Ce n'est pas parce qu'on se tait qu'on est indifférent à une chose. C'est simplement qu'à certains moments, on se dit, on a quelque chose à dire, à apporter, il y a un plus. Donc, le travail là, sur la question de la responsabilité, n'est pas tant de prendre la parole, parce que ça, je pense qu'il faut de toutes les manières le faire, mais de prendre la parole, surtout quand on l'estime plus que nécessaire, mais même on estime que ça ajoute quelque chose. Je ne crois plus du tout, d'ailleurs je pense que je n'y ai jamais cru, à la figure surplombante de l'intellectuel. Je ne crois plus du tout à la... Mais je pense qu'aujourd'hui, pour le meilleur et le pire, il y a des configurations sociales et politiques qui font que collectivement, tout le monde réfléchit ensemble en même temps et peut exprimer ce qu'il pense en même temps où il veut. Donc collectivement, il y a quelque chose là. Donc prendre la parole en se disant je le fais en tant qu'écrivain, je le fais en tant qu'intellectuel, il faut vraiment que ce soit spécifique et que par ce qu'on dit, par comment on le dit, on ajoute quelque chose à la pensée ou au débat. Après, bon, je sais que c'est une position qui est très controversée. J'ai beaucoup d'amis qui n'arrêtent pas de me dire qu'il faut parler de tout et qu'en fait, pourquoi pas? Qu'il faut parler de tout parce que j'ai peut-être plus de privilèges que d'autres. Ils disent, mais si tu écris quelque chose et que ça doit être publié je sais pas, dans un média international, tu peux le faire. Donc pourquoi tu ne le fais pas alors que tu en as le pouvoir? En tout cas que tu en as la possibilité. Bon, c'est un vrai débat, mais parfois ce n'est pas parce que vous êtes Goncourt que vous avez une... Bon, ça c'est évident, je pense que tout le monde le sait, que ce n'est pas parce qu'on est Goncourt qu'on a une lumière particulièrement plus aiguisée qu'une autre sur un fait. Voilà, donc c'est vraiment un travail de distinction. S'il y a une dernière question, on va en prendre une, et puis on arrêtera pour avoir le temps de faire les dédicaces après. Bonjour monsieur, je suis là. Bonjour. Je voulais vous demander j'ai lu le livre de Le devoir de violence. J'ai beaucoup fait le lien en le lisant, je pensais tout le temps au livre d'Eliman, Le labyrinthe de l'inhumain. Et je voulais vous demander qu'est-ce que ça veut dire le devoir de violence. Et j'ai tout le temps eu l'impression, quand j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, que la question c'était celle du mal et que si on allait au bout du labyrinthe, et même en route, c'est là qu'on allait rencontrer le mal. Et que ce qu'il y avait de plus profond dans l'homme, dont il se souvenait le plus et qu'il oubliait le plus, mais quand même dont il se souvenait de plus, au plus secret de lui-même, c'était cette violence. Oui, alors, je crois de toute évidence que à un moment, Djegan le dit, oui, il le dit dans un moment un peu, qui est aussi traversé par l'ironie, que le mal est la grande question. Quand je disais en ouverture de cette conversation que j'essayais de convoquer tous les visages de l'humanité, cela incluait évidemment les visages les plus sombres, c'est-à-dire ceux qui sont plus liés au mal. Et au mal, non pas un mal abstrait, non pas un mal un peu ça planant, mais à une vraie énergie que chacun porte et qui peut potentiellement s'exprimer dans un acte, dans une pensée. Je crois que c'est quand elle se confronte à ce mal-là que c'est aussi pour se confronter à ce mal-là que la littérature tente d'exister. Dans le devoir de violence est un texte extrêmement qui montre beaucoup de scènes de violence, de mal à l'acte,
Et l'une de ces réflexions, je pense, c'était de montrer, et c'est là que ça devient politique, que la question du mal n'était pas colorée, je veux dire, racialement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de couleur de peau, que finalement, tout le monde pouvait la commettre envers tout le monde. Et c'est ce qui rend ce texte-là si dérangeant, finalement, quand on le lit, et encore plus quand on est un Africain, et qu'on lit ce texte, et qu'on voit les atrocités qui sont décrites, même fictivement, mais qui correspondent tout de même à certaines réalités historiques, c'est-à-dire d'un continent qui, avant l'arrivée de colons, qu'ils soient arabes ou européens, a aussi eu ses atrocités internes. Et le montrer de cette manière-là, dire qu'il y a un mal qui s'est répandu sur ce continent avant que d'autres maux arrivent et l'exacerbent et en profitent et en fassent un système mondial de domination et d'exploitation. Avant tout cela, il y a eu c'était aussi présent. Et c'est extrêmement dérangeant de lire ça, de se dire mais pourquoi il raconte cela? Pourquoi il feint d'ignorer que ce qui est le plus grave, sans doute, c'est la systématisation du mal. Mais bon, il l'a montré et c'est quelque chose qu'on ne peut pas absolument nier. Donc le devoir de violence, c'est un devoir de lucidité, tout simplement, je crois. Le devoir de violence est un devoir de lucidité historique et un devoir de courage. Se faire violence pour regarder en face une violence qui s'est exercée, répandue, avant que d'autres ne viennent s'ajouter à elle et la mécaniser quasiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Merci beaucoup.